Rebonjour Pascal, Bonjour Valérie. bienvenue sur la chaîne Vision Dynamique. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos avec Pascal, je vous invite à aller voir sur le lien en dessous. Nous avons parlé avec Pascal du TDAH, de son parcours, du coaching dans le TDAH, du coaching de Pascal. Et donc là, on va faire une interview à deux, une interview, un partage, plus qu'une interview, sur deux thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur. Ce sont le TDAH chez les femmes, chez les petites filles puis les femmes d'ailleurs, parce que souvent, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas toujours repéré, et de la nutrition par rapport la forme en général, mais au TDAH plus particulièrement. Voilà, Pascal, est-ce que je te donne un peu la parole pour ça déjà? Est-ce que tu as repéré des choses particulières chez les femmes qui ont un TDAH? Oui, j'ai fait donc un petit paragraphe sur ce sujet, en toute modestie, parce que évidemment, on m'a expliqué effectivement qu'il y avait des choses particulières quand on était une femme. Et petit à petit, je me suis aperçu que les femmes souffraient peut-être un peu plus que les hommes de ce TDAH. Parce que la société, quelque part, leur met beaucoup de pression, quelque part. Il faut être performante, il faut être féminine, il faut être à la maison, il faut être au travail, il faut être organisé quand on est une femme, il faut ranger la maison. Il faut être une bonne mère. Être une bonne mère. Donc voilà, là c'est peut-être toi qui peut parler plus de ça parce que effectivement je peux imaginer ce que ça a pu être, mais Oui. qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement? Ouais, déjà, moi, si on avait repéré le TDAH, c'était par rapport à des problèmes que j'avais avec mon fils, qui lui a été d'abord diagnostiqué TDAH puis autiste. Mais le fait est qu'il y avait des gros soucis familiaux et j'y arrivais pas. J'arrivais pas à gérer la maison, j'arrivais pas à gérer mes enfants. Puis petite chose très importante, alors ma fille est au courant de ce que je vais dire, hein, donc c'est pas un secret de polichinelle, mais comme elle me l'a dit un jour, elle doit sa vie au TDAH. Parce que très souvent, les jeunes femmes TDAH peuvent avoir des grossesses non désirées ou pour certaines des avortements à répétition. Enfin, il peut y avoir vraiment, lié à la maternité même, un problème dès le plus jeune âge en fait. Parce que elles font pas attention, parce que ceci, parce que cela. Moi, ma fille est toujours là, c'était mon choix. Mais c'est vrai que j'ai été pas ce qu'on appelle une bonne mère dans le sens actuel du terme où j'arrivais pas à gérer à la fois une vie professionnelle, une vie de maman, une vie de bonne éducatrice de maman, voilà. Par contre, ce qui était intéressant, je trouve, chez moi en tant que mère, que mes enfants n'ont, enfin, d'autres enfants n'ont pas, c'est que je suis très curieuse. Donc mes enfants ont eu plutôt une éducation extrêmement pluridisciplinaire, on va dire, où je leur apprenais l'anglais dès le plus jeune âge, ou plein de choses. Mais ils n'étaient pas éduqués comme les autres enfants. Il y a aussi le fait que petite, j'étais pas du tout diagnostiquée, on m'a pas du tout repérée avec des problèmes. C'est plutôt moi qui avais un syndrome de l'imposteur en me disant j'ai pas le droit d'avoir de bonnes notes à l'école parce qu'en fait je ne travaille pas, je ne fiche rien. Donc c'était un petit vélo dans la tête tout le temps qui tournait. Par contre, si le sujet ne m'intéressait pas, j'avais très très mauvaise note. Ça, tu l'as repéré chez tous les TDAH. Eh oui, oui, c'est une constance. Quand je dis que moi, je m'en suis bien sorti, c'est que j'étais scolaire, j'aimais bien l'école. Mais on dit souvent qu'un enfant va avoir ses matières préférées en fonction du professeur qui va avoir en face de lui, qui va savoir peut-être l'écouter, qui va savoir voir sa différence. Et c'est assez fréquent d'ailleurs qu'un même élève, d'une classe à une autre, sa matière favorite change en fin de compte, tout simplement parce qu'il a un nouveau professeur. Les enfants TDAH, plus que d'autres enfants, ont des matières préférées en fait. Oui, ils ont des matières préférées et ça vient souvent de l'enseignant. Ça vient évidemment aussi de leur tempérament, de leurs aptitudes, mais ça peut venir aussi de l'enseignant. Il y a aussi des périodes. Oui. On peut avoir de grosses fluctuations aussi dans leurs résultats d'une période à une autre. Donc voilà. Et puis souvent, au fur et à mesure qu'on en a parlé tout à l'heure, au fur et à mesure que la scolarité avance,
ça se dégrade parce qu'il y a il y a de l'organisation qui doit arriver petit à petit, quand l'élève se retrouve pensionnaire, quand il quitte ses parents, euh, quand il se retrouve dans un environnement où il est un peu plus chahuté. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu difficile. Le parcours scolaire d'un enfant et d'un Ouais. adolescent TDAH est un peu plus difficile que Il d'un est par contre souvent inversé au niveau des garçons et des filles, puisque très souvent les parents sont très inquiets pour un petit garçon de TDAH, puisque c'est dès la maternelle qu'on s'en aperçoit, il est insupportable avec les professeurs, quand il y a de l'hyperactivité, ou alors quand il est très 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 dans la lune, on peut aussi s'inquiéter. Et pour les filles, c'est vrai qu'on s'inquiète souvent moins. Parce qu'elles font moins de bruit, parce qu'elles sont, voilà, elles font moins de tapage, sont plus discrètes, Mm. euh, ou peut-être que les parents font de moins leurs espoirs sur elles, peut-être. J'espère que non, mais en fait, ça peut être comme ça dans certaines familles. Donc oui, oui, effectivement, peut-être c'est encore plus difficile Mm. quand on est une femme. L'autre point que je voulais souligner par rapport au TDAH et aux femmes, c'est le syndrome prémensuel, c'est comme ça qu'on Ou dit. prémenstruel. Prémenstruel. Prémenstruel, voilà, c'est Oui, bien pour vous dire que c'est plus de fluctuation d'énergie, ouais. voilà, grosse fluctuation d'énergie, et notamment la semaine avant les règles, je Oui. crois qu'on m'a rapporté qu'il fallait surtout pas prendre de décision, hein, je crois. Alors ça dépend des femmes, ça dépend de l'âge aussi. J'ai remarqué que suivant, enfin j'ai pas toujours eu, enfin Mm. plus je suis âgée, plus j'ai l'impression que c'est important ce syndrome prémenstruel, mais ça Mm. dépend vraiment des femmes. Il y a des femmes aussi qui ont des douleurs, par exemple, et d'autres pas. Et il y a aussi un sujet important par rapport à ça, c'est le fait de la Ritaline. Parce que, par exemple, moi, à un moment donné, alors moi je préconise plus maintenant la Ritaline pour tout le monde qui a un TDAH, mais par contre ça m'a aidé à un moment donné à reprendre pied, Oui, personnellement. bien sûr. Ça m'a aidé à reprendre pied. Mais pour les femmes, il y a des problèmes qui se posent. C'est par exemple les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent. Mm. Et là, ça veut dire qu'on a un choix à faire dans sa vie. Est-ce que je continue mon traitement pour travailler et pas être enceinte? Mm. Est-ce que je suis enceinte et j'arrête mon traitement et Mm. puis je risque, si je ne me prends pas en charge par d'autres techniques de coaching comme Mm. celle que Pascal propose, Mm. ben est-ce que dans quoi je m'enfonce quoi si je prends plus de Ritaline? Et D'accord. c'est vrai que ça, les hommes n'ont pas du tout ce problème. Ils peuvent faire D'accord. le choix à tout moment de leur vie. D'accord. Alors ça nous permet d'introduire, parce que les personnes qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas cette Tu as fameuse raison. Ritaline. Donc c'est le traitement principal, hein, pour le TDAH, que ce soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes. Pour les enfants, c'est assez connu parce que c'est un médicament qui peut leur permettre de mieux suivre l'école. D'ailleurs, un médicament qui est un peu polémique du coup. Oui, bien sûr. Voilà. Pour les adultes, c'est un médicament qui peut faire du sens à un moment donné À un aussi, moment donné, voilà. pour passer un palier, pour résoudre un Pour problème. reprendre pied un peu Pour dans la prendre vie pied. quotidienne, les papiers, tout ça, ça permet de. Voilà. Mm. Évidemment, c'est avec toutes les réserves qu'on peut Tout à faire fait. par rapport à un médicament qui est un psychotrope quand même. Tout à fait. Même s'il n'y a pas d'addiction physiologique, il peut y avoir une addiction psychologique, du fait quand on fonctionne, certains fonctionnent mieux en tout cas avec ce médicament, Ouais. et certains prennent des décisions avec ce médicament qu'ils pourraient regretter parce que le médicament peut ne plus faire effet quelques mois ou quelques années après. Mm. Et donc, voilà, c'est pour ça que sur le site, j'explique que ça peut avoir un intérêt de prendre ce médicament, femme ou homme, mais en sachant que il faut que ce soit, si possible, provisoire, Oui, bien et sûr. surtout ne jamais monter les doses parce que, évidemment, le cerveau s'habitue, les effets secondaires sont plus importants. Et il y a justement, ces effets secondaires peuvent être très nombreux. Il y a des témoignages sur le blog associé au site. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme tous les médicaments, c'est une voie hasardeuse qui Oui. peut faire du sens à un moment donné. Et évidemment, ce que je propose, c'est pas à l'opposé, mais c'est en tout cas c'est trouver des ressources à l'intérieur de Oui. soi pour se développer personnellement, professionnellement, au niveau, dans un premier temps, au niveau de l'attention, de l'énergie, de l'humeur, et puis ensuite de l'épanouissement dans la vie Oui. professionnelle et personnelle. Personnellement, la manière dont je l'ai vécu, moi, c'était vraiment pouvoir reprendre pied à un moment donné très précis pour après pouvoir faire les techniques. Ouais. Après, c'est très personnel à moi. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie d'un TDAH, on peut être complètement plus du tout savoir comment gérer sa journée. Mais pour ce qui est de la Ritaline ou le méthylphénidate, c'est le nom de la molécule, et des femmes, c'est vrai qu'il y a
cette composante supplémentaire de choix qui est encore plus compliquée. Parce D'accord. qu'il y a déjà le problème de la santé, déjà du méthylphénidate, est-ce que je le prends ou pas, est-ce que c'est bon pour ma santé? Mais est-ce que si je veux un enfant, est-ce que pendant la période de préconception, je le prends ou pas, au cas où je tombe enceinte et je le sache pas? Pendant la grossesse, je peux plus le prendre du tout. Et puis mon allaitement, est-ce qu'il va être court, est-ce qu'il va être long, est-ce que je le prends ou pas? Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que ça peut complètement modifier tout un tas de choix en plus. Donc c'est vrai que là, toutes les techniques que tu proposes en coaching, et puis moi j'en propose quelques-unes aussi bien sûr, puisque j'ai été formée par toi, entre autres, ça permet vraiment d'éviter de prendre le médicament pour des personnes qui arrivent déjà à reprendre pied sans le médicament. Voilà, le médicament est un outil de prise de conscience, parce que c'est vrai que on peut bien fonctionner avec le médicament, ça ne marche pas chez tout le monde, mais en tout cas on s'aperçoit qu'on peut bien fonctionner, mais avec des techniques que je propose, effectivement, permettent à peu près de faire la même chose en fin de compte qu'un médicament, et même beaucoup mieux, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. Personnellement, j'en prends plus. Ça a été une période de ma vie où ça m'a aidé à passer. Je l'avais encore dans la poche il y a quelques années, je l'ai même plus. Voilà, parce que je sais, je connais les effets secondaires derrière, et puis surtout, voilà, je sais en permanence aller chercher au fond de moi les solutions au fur et à mesure que j'en ai besoin. Parce que j'ai appris à aller les chercher. Si on a un médicament ou quelque chose extérieur à soi qui nous amène des solutions, on ne va pas simplement aller rechercher au fond de soi ces solutions. Je voulais juste pas qu'on diabolise le médicament, parce qu'il peut avoir, pour certaines personnes, une importance à un moment donné, et puis, mais pas non plus l'angéliser, quoi, ni l'un ni l'autre. Voilà, donc vraiment, j'ai écrit tout un chapitre, j'ai essayé je ne suis pas médecin, pharmacien, mais il a été quand même relu par des pharmaciens et des médecins, un chapitre sur le site donc www.tdah-adulte.org. Vous avez un chapitre qui essaie de faire la part des choses. Évidemment, je n'ai pas des labos derrière qui me payent quoi que ce soit, donc j'essaie d'être le plus objectif possible sur ce sujet. Voilà. Mais voilà. Au niveau des femmes, est-ce qu'il peut y avoir encore autre chose à dire? Tu parlais beaucoup de l'organisation tout à l'heure. C'est vrai qu'on accepte plus facilement dans notre société qu'un homme soit désorganisé. En tout cas, on a cette image, peut-être moins qu'avant. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont mères célibataires, donc qui doivent gérer tous les jours. Surtout que, comme je le disais au tout début, il y a beaucoup de femmes TDAH qui se retrouvent mères célibataires parce qu'elles n'ont pas fait attention, par exemple, à leur contraception, qui ont décidé de garder l'enfant. C'est leur choix, je veux dire. Et ensuite, elles se retrouvent seules parce qu'elles n'avaient peut-être pas choisi le bon compagnon, c'était pas le bon moment de la vie, et donc elles ont et l'enfant à gérer, et leur TDAH, et les tâches, etc. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Oui, ça amène un niveau de difficultés supplémentaires. Donc, évidemment, moi, dans ce que je propose, les solutions que je propose sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Ensuite, quand j'ai une femme en face de moi en coaching individuel, évidemment, je vais prendre en compte la problématique de sa problématique de femme, peut-être de mère célibataire. C'est vrai que le fait de ranger sa maison ou de se faire aider pour ranger sa maison régulièrement, ça peut être vraiment quelque chose qui est important. Beaucoup de femmes souffrent effectivement de ne pas pouvoir ranger leur maison, de ne pas pouvoir rendre agréable leur environnement intérieur. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de commencer par ça, parce qu'au niveau culpabilité, nous les hommes, ça ne nous renvoie pas de la culpabilité, le fait que la maison ne soit pas rangée. Et vous les femmes, ça vous amène de la culpabilité. On peut travailler sur la culpabilité, bien entendu, mais autant travailler en amont sur le rangement, et s'organiser pour peut-être se faire aider par quelqu'un. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On est capable d'aller d'ailleurs aider quelqu'un dans le rangement. Pourquoi pas faire un échange de services entre copines, aller aider une copine et qu'elle nous aide, et en général ça se passe très bien. Je ne sais pas si c'est dû à 100% au TDAH, mais en tout cas au fait que la femme TDAH se sent peut-être encore plus rabaissée que l'homme. Il peut y avoir aussi des problèmes amoureux liés à des rencontres avec des personnes qui vont être manipulantes, par exemple des pervers narcissiques. J'ai pas mal rencontré de femmes comme ça dans tes séminaires, où ça donnait l'impression qu'on arrivait plus facilement à être manipulé parce qu'on disait plus je suis nulle. Ah oui. Peut-être. Et oui, quand on manque de confiance en soi, l'autre peut jouer là-dessus, effectivement. Oui. L'autre qui n'est pas forcément à blâmer parce qu'il a aussi ses propres problématiques, mais on tombe dans un schéma très connu qui est le schéma persécuteur, victime, quelquefois sauveteur aussi. Et tout simplement, il faut comprendre ça et
essayer de changer quelque chose en soi pour que l'autre ne soit plus le persécuteur. Et puis si on ne peut pas changer l'autre, en tout cas se changer suffisamment pour que l'autre change, eh bien on va peut-être être amené à quitter cette personne. Et ça m'est arrivé d'accompagner quelqu'un pour quitter quelqu'un qui était manifestement de l'ordre du pervers narcissique. Oui, alors ça existe certainement chez les hommes aussi, hein. Mais c'est vrai que chez la femme, vu que déjà elle se culpabilise encore plus, c'est peut-être plus fréquent, non? Ou t'as pas de différence? Oui, la femme, surtout hypoactive, parce que voilà, on laisse faire les choses, on répond moins au tac au tac, on a tellement de problèmes à gérer dans sa tête que finalement on ne répond pas au tac par rapport à la personne qui nous agresse, et puis petit à petit il se crée un jeu de rôle nocif effectivement entre les deux époux. D'accord. Le deuxième sujet qui m'intéressait beaucoup, alors on peut le lier aux femmes si elles sont à la cuisine, mais bon, c'est pas nécessairement le cas, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui se donnent cette tâche-là. Donc ça rajoute encore au problème du TDAH et de la femme. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de problèmes à faire à manger, c'est un vrai problème pour moi. Donc tu nous donnais aussi des trucs par rapport à la nutrition et au TDAH. Sachant que toi, tu t'intéresses au cerveau, moi, je m'intéresse beaucoup aussi à ce qu'on appelle le deuxième cerveau, que moi, j'appelle le premier cerveau en réalité. Parce qu'au niveau de l'évolution, il est arrivé bien avant le deuxième. Oui, donc l'alimentation est importante pour quand on a un TDAH, plus que pour la majorité des gens. Ce que j'explique dans les stages notamment, c'est qu'il y a deux écueils importants, majeurs en tout cas, c'est l'hypoglycémie, le fait de ne pas avoir assez d'énergie, d'avoir sauté un repas ou de ne pas assez manger ou de manger trop de sucre rapide, qui provoque une chute de la glycémie dans le sang, du sucre dans le sang, et donc du coup une chute de la tension, de l'énergie, et on est très sensible à ça. Et puis le deuxième écueil, c'est et là ça renvoie au deuxième cerveau, c'est le malaise digestif, puisqu'on sait maintenant que ce deuxième cerveau pompe énormément d'énergie, et si quand on a un malaise digestif, effectivement, le cerveau du coup ne va plus avoir assez d'énergie, puisque c'est le deuxième cerveau qui pompe toute cette énergie. L'intestin, tous les sucs digestifs de l'intestin qui composent ce deuxième cerveau, eh bien, ils vont être accaparés pour digérer tout simplement. Et surtout, ils ne pourront plus produire la sérotonine, qui est le neurotransmetteur du bien-être, qu'ils ne pourront plus la fournir au cerveau qui en a besoin pour son équilibre. Pour ça, alors, moi, c'est en tout cas une partie de ma théorie, il y a quand même beaucoup de personnes, alors c'est peut-être pas le cas de toutes les personnes TDAH, mais beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires comme des intolérances alimentaires. Ça peut être par exemple les laitages, le gluten, d'autres troubles alimentaires, des allergies, qui vont avoir plus facilement un TDAH qui va se révéler, puisque c'est un peu comme si l'intestin était un tuyau d'arrosage plein de trous, et les nutriments vont mal passer, et donc il va y avoir une fatigue très forte qui va se faire. Donc peut-être aussi faire le point avec ou un nutritionniste ou un coach, par exemple, qui est formé en psychoneuronutrition, ce qui est mon cas, et toi, tu es très fort là-dedans aussi, pour savoir s'il n'y a pas des aliments qui nous conviennent plus ou moins, et où on en met certains, où on en enlève d'autres, ça permet au cerveau de mieux fonctionner. Oui, moi je suggère assez rapidement quand même à la personne, si je vois qu'il y a des grosses chutes d'énergie, d'essayer le sans gluten effectivement, ou de diminuer le gluten. Donc notamment le petit déjeuner, je mets beaucoup d'importance au petit déjeuner. Il faut qu'il soit suffisamment riche le matin, parce que c'est quand même de l'énergie qui est apportée, et pour éviter la fameuse hypoglycémie de 11h du matin. Et on a tendance à manger beaucoup de gluten le matin, traditionnellement, avec le pain classique, le blé ordinaire, blanc de surcroît. Donc on peut commencer à tester un petit déjeuner sans gluten, c'est tout simple en fait, tout simplement avec des fruits par exemple, des fruits, soit protéinés avec des œufs, de la viande blanche, pourquoi pas du poisson, c'est vrai que c'est pas trop dans nos habitudes alimentaires. Des amandes aussi. On peut aussi faire cuire tout ça dans de l'huile de coco, qui est une huile effectivement qui s'y gère très très bien. Mais aussi on peut manger des fruits effectivement. Il y a des céréales sans gluten, il y a le sarrasin, il y a la châtaigne, il y a aussi des céréales qui ont peu de gluten, comme le petit épeautre, comme
quand même le seigle qui a moins de gluten que le blé. Ça, c'est vraiment très personnel à chaque Les personne. céréales d'avoine, c'est très personnel. Il y a des gens qui sont simplement légèrement intolérants au gluten, d'autres comme toi qui sont carrément Moi, je me suis intolérants. aperçue que même le petit épeautre, je ne le supportais pas. Ah ouais. Et parce que j'ai fait des expériences et vraiment, dès que je refais un petit écart, même pas, par exemple, je vais au restaurant et il y a dû avoir des contacts alimentaires avec du gluten. Et ben dans les jours qui suivent, je me mets à plus bafouiller, à plus chercher mes mots, à avoir des idées noires aussi. Voilà. Tu fais partie des 1%. Alors, je ne suis pas cœliaque, en tout cas, c'est pas diagnostiqué cœliaque, mais je suis très sensible. Et il y a plusieurs enfants de ma famille, de mon entourage, plusieurs personnes de mon entourage, de ma famille, qui se sont rendus compte par la suite qu'ils avaient aussi des troubles. Alors, c'est très marrant parce qu'on n'a pas tous les mêmes troubles. Il y en a, ça va être que digestif, il y en a, ça va être que un peu neurologique. Mais en tout cas, un bien-être vraiment quand ils en consommaient plus, quoi. Voilà, donc c'est une piste intéressante, effectivement, le sans gluten. Sans laitage, il faut essayer. En tout cas, il ne faut pas se bourrer de fromage, c'est clair. La piste protéine peut être intéressante, essayer d'avoir de manger un peu plus protéiné. Et pour les végétariens, comment ils font les végétariens? Et puis, après, il y a pour certaines personnes, c'est au contraire, le végétarisme peut avoir un intérêt, surtout à partir d'un certain âge ou quand on est plus dans des stratégies de calme mental, où on a réussi à faire le calme mental, où on médite régulièrement, par exemple. La stratégie végétarienne est intéressante, effectivement, parce qu'on a plus de facilité à s'intérioriser. Et puis, c'est vrai que finalement, pour ne pas faire d'écart, c'est une bonne stratégie, le végétarisme. Après, il faut faire attention parce qu'il peut manquer des protéines, donc il faut les avoir de manière végétale. L'attitude flexivore est peut-être pas mal aussi, c'est-à-dire flexivore, c'est les personnes qui mangent peu de viande mais qui ne se disent pas, ou de poisson, et qui ne se disent pas végétariens, et qui s'adaptent un petit peu à ce qui se passe au contexte. Il faut rester social, évidemment. Puis aussi par rapport à... Maintenant, on se rend compte qu'il y a certains poissons qu'il ne faut plus consommer à cause du mercure ou des PCB, etc. Donc c'est vrai que ça devient compliqué de se nourrir en protéines animales. Voilà, donc les poissons gras sont intéressants pour les oméga 3, mais privilégier les petits poissons gras comme le maquereau, la sardine et le hareng plutôt que le thon et le saumon qui sont suspectés aujourd'hui d'avoir beaucoup de plomb. Les spadons, il paraît que c'est terrible aussi. C'est pire, un des pires. Voilà. Donc voilà, sinon manger des fruits et des légumes, bien entendu. Des fruits en début de repas, ou moi j'insiste beaucoup maintenant sur je n'insistais pas trop à l'époque quand tu étais en stage, mais sur le repas le goûter finalement, de manger finalement des fruits, des fruits secs, des amandes vers 4-5 heures de l'après-midi. Ce qui permet de moins manger à midi, d'éviter le malaise digestif de 2 heures de l'après-midi, et puis ensuite de moins manger le soir du coup, parce qu'on ne va pas se ruer sur un repas du soir voilà, vers 8-9 heures. Et puis dans la foulée, on peut manger donc un peu plus tard peut-être le soir, et puis ne pas retomber dans les écrans justement. Si on mange un peu plus tard, on peut peut-être éviter de replonger dans les écrans le soir. Et là, les écrans, on pourra faire une vidéo là-dessus, je pense à ce sujet-là. J'insiste beaucoup et il est encore un peu méconnu, mais surtout pour les TDAH, avoir une stratégie de télévision, d'ordinateur, de smartphone, de tablette après 9h30, 10h du soir, c'est très mauvais pour le lendemain, pour la qualité lumière du bleue, sommeil, la fameuse lumière bleue. La lumière des écrans. Donc je pense qu'il faudra faire une vidéo là-dessus. Oui, on fera ça, d'accord. Très bien. Écoute, en tout cas, Pascal, je te remercie vraiment beaucoup pour toutes ces vidéos qu'on a faites. C'était mes premières et je te remercie de m'avoir mis le pied à l'étrier quelque part. Et merci de m'avoir laissé participer. Voilà. C'est vraiment gentil. C'est un sujet sur lequel je sais que tu es pointu et c'est très bien que tu en parles aussi. Merci beaucoup. On pourra refaire d'autres vidéos à l'occasion, puisque Pascal vient régulièrement sur Paris et je ne suis pas trop loin. Si vous êtes intéressé pour avoir d'autres sujets traités, n'hésitez pas à les laisser en commentaire aussi. Ça peut être intéressant parce que nous, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées et qui, si vous reconnaissez dans le TDAH, pourraient être développées. Qu'est-ce que tu en dis, Pascal? Super. Super, très bien. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. Vous connaissez tout le tintouin. Ça nous encourage vraiment. Donc voilà, comme ça, on continuera à faire plein de vidéos. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Pascal. Merci à toi.